Pascal Lalanne, breton de Dinard. Je rentre à Massy, qui à l'époque s'appelait Massy Douai, école de NCA. À la fin de l'NCA, je me suis rendu compte que finalement je voulais travailler à l'étranger. J'ai postulé à l'école des pétroles, l'IFP, à Rueil-Malmaison. Et à ce moment-là, arrivait le service militaire, enfin le service national. Et donc j'avais postulé pour la coopération, comme beaucoup d'ingénieurs à l'époque, les garçons. J'ai été envoyé en Indonésie pour construire une usine de pâte à papier, non pas à partir de bois d'arbre, mais à partir de fibres, de cellulose, des résidus de la canne à sucre, de bagasse. Donc. Voilà, donc je suis resté 1 an et demi en tant que coopérant sur ce projet d'Indonésie, dans le centre de Java, et j'ai adoré, j'ai appris la langue, et finalement j'ai préféré rester en Indonésie à la fin de la coopération. Mais je savais que je deviendrais entrepreneur, donc il fallait attendre, enfin il fallait avoir le bon moment, quoi, mais pas trop tard quand même. Donc quelques années plus tard est arrivé l'avènement de la téléphonie mobile. Donc c'était en 1993 ça. Et puis bon, moi j'avais eu cette vision que un jour les Indonésiens ils auraient tous un téléphone mobile. Maintenant en Indonésie il y a 280 millions d'habitants et 350 millions de téléphones. Donc ils ont plus d'un téléphone mobile. Donc j'étais voir une boîte française qui avait développé la Mobicart et je leur ai dit écoutez c'est génial vos logiciels. Bon moi je voudrais représenter votre société en Indonésie. Puis on partagera les bénéfices, enfin bref. Et puis ils m'ont dit ah non, c'est pas possible. On s'est renseigné, ça marchera pas. Mais dit mais si, c'est un pays en voie de développement, ils vont s'enrichir, donc il y a un gros marché. Non, on créera jamais rien là-bas. Bon. Et puis à la fin, le directeur général, qui était prof à l'école des mines, m'a dit vous êtes vraiment têtu vous, hein. Et puis en plus vous êtes breton comme moi. Alors bon, écoutez. On va voir ce qu'on va faire. Je vais vous donner l'autorisation de vendre notre logiciel sous licence. Mais on ne veut pas que ça nous coûte 1 centime. Le pays, entre-temps, de 6 000 abonnés, on est passé à 40 millions d'abonnés. Et donc, voilà comment j'ai gagné l'argent qui m'a permis ensuite de créer ma fondation pour l'éducation des enfants des bidonvilles et qui m'a permis ensuite de créer le sanctuaire naturel et l'hôtel Net Zéro Énergie dont on va parler brièvement après. Mon premier objectif en partant à l'étranger, c'était effectivement de me retrouver dans un environnement où je puisse facilement devenir entrepreneur. Entre-temps, j'avais quand même créé la fondation pour les enfants des bidonvilles en 99. S'il n'y a pas beaucoup de taxes, ça veut dire qu'il n'y a pas un gros safety net social pour les gens défavorisés. Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser votre argent ou le surplus de votre argent pour créer une fondation? Donc en 99, j'ai créé cette fondation avec 53 enfants et 3 éducatrices, qui maintenant est la 2e plus grosse fondation d'Indonésie avec 2400 enfants et 80 éducatrices. On avait promis aux parents de les aider jusqu'au bac. Et j'avais mis suffisamment d'argent, ce qu'on appelle un trust. Un trust, ça veut dire qu'on met de l'argent dans une banque, et donc l'intérêt de cet argent, ça suffisait pour faire fonctionner la fondation pour 1000-2000 personnes. Mais quand les premiers petits garçons, ou les premiers jeunes hommes et les premières jeunes filles ont demandé à tenter l'université comme leurs copains, on n'avait pas vraiment prévu ça du tout. Notre motto, c'est Equal Chance. Alors on a dit oui, mais on n'avait pas l'argent. Le trust n'allait pas produire suffisamment d'intérêt. Et puis, entre-temps, il s'est ouvert l'aéroport international de Lombok, qui est l'île d'à côté de Bali. Et là, bon, je me suis dit, finalement, ça doit être une espèce de karma. En même temps, je vais essayer de protéger quelques hectares de plage. Et puis, ça intéressera bien quelqu'un un jour pour faire quelque chose de beau. Et puis, en même temps, ça permettra peut-être de financer les universités. Donc j'ai investi plusieurs millions d'euros, en fait, en protégeant les plages au fur et à mesure. Et du coup, maintenant, la fondation, elle a autant d'argent qu'elle veut. Et c'est lié au développement du tourisme, hein, évidemment. Quand j'ai commencé à investir dans cette péninsule de Lombok, c'était
Surtout donc pour avoir une espèce de réservoir financier pour la fondation. De fil en aiguille, je me suis pris un petit peu à essayer de faire quelque chose de le plus parfait possible. Comment au mieux protéger ce territoire qui m'était un peu tombé dans les mains par hasard, en partant de la constatation que le sud de Lombok, où il y a l'aéroport, allait certainement être complètement détruit dans moins de 20 ans, comme Bali. J'avais à la fois une mission de protéger, mais en même temps un retour économique évident, en créant un écrin d'une centaine d'hectares qui allait être protégé par une espèce de loi littorale et en tout cas 80% vert, et qui automatiquement allait attirer une clientèle un peu plus haut de gamme, avec un meilleur taux d'occupation, donc des meilleurs rendements financiers. Donc. Ma mission actuelle maintenant, donc, c'est de protéger ce sanctuaire naturel d'une centaine d'hectares, de l'aménager avec l'aide d'autres investisseurs, mais selon un cahier des charges donc, que j'ai établi. On est relativement novateur parce qu'on utilise en fait la production de froid par la congélation pendant la journée, la congélation grâce à l'énergie solaire, donc de matériaux à changement de phase. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les matériaux à changement de phase d'origine biosourcée, organique. Et donc, comme je suis en Indonésie, j'ai choisi la noix de coco. Donc, pendant la journée, on fait congeler une quinzaine de tonnes de noix de coco. Et pendant la nuit, comme on n'a pas d'énergie solaire, on fait refondre la noix de coco, qui donne son froid, qui est envoyé dans les chambres. Moi, je pense que on rentre donc dans une nouvelle ère, qui est carrément l'ère post-carbone, post-carbone fossile. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et cette ère post-carbone fossile, elle va générer des opportunités énormes. C'est difficile d'imaginer une formation plus multidisciplinaire que les 2 années de prépa et la formation d'agro. On est prêt à tout. Parce qu'on se trouve dans une période du XXIe siècle où il y a ces enjeux climatiques qui sont, à mon avis, particulièrement inquiétants, les ingénieurs agronomes ont une responsabilité qui est beaucoup plus importante que les autres. Depuis que j'ai créé ma fondation, depuis que je protège cette péninsule, depuis que j'espère créer un modèle de tel net zéro énergie qui va inspirer beaucoup de monde, là, je suis vraiment dans ce qu'il fallait que je devienne. Le plus beau métier du monde, c'est de devenir, je suis désolé, il n'y a pas de traduction pour l'instant, c'est Impact Investor. Concilier l'entrepreneuriat et le fait de devenir maître d'un capital avec la réalisation de sociétés qui ont un fort impact environnemental ou social. Pour mes jeunes collègues d'AgroParisTech, le fait de prendre un petit peu de risque, de sortir de son enveloppe de confort, ça vous amène au fait que ce risque a de grandes chances d'être récompensé. Simplement, c'est une question de persévérance. On ne peut pas être sûr réussir du premier coup en entrepreneur.